Ça, c'est une extraction qu'on a faite hier là, sur France Coag. Vous voyez les pathologies d'un côté. Attendez, j'essaie d'enlever ça. Je sais pas comment j'enlève ça. Bon, peu importe. Où vous voyez les pathologies d'un côté, que ce soit les hémophiles sévères, les hémophiles B, sévères, modérés, les patients avec des Willebrand ou des déficits rares. En tout cas, je peux noter que quelques items, savoir notamment s'il y a une sérologie positive pour le VHC et s'il y a eu un contrôle récent du virus qui circule. Donc, c'est des données qui sont quand même très parcellaires. Donc, on voyait que sur cette dernière extraction, il y a au total 560, il y a 13 000 patients dans la base de données. Ils étaient 2400 patients avec majoritairement des hémophiles A parce que plus traités à l'époque des produits incriminés et ce qui représentait quand même pour les hémophiles A sévères 40% des patients, ce qui est quand même majeur et on voit par ailleurs qu'il y avait aussi des patients VHC. Pour les hémophiles 1 sévères, 40% de la population qui est VHC positive, guérie, pas guérie, clairance spontanée, c'est-à-dire qu'ils sont débarrassés tout seuls du virus. Globalement, un peu moins pour les hémophiles, à peu près la même chose pour les hémophiles B sévères. Donc, peu de données en France, peu de données sur l'évolution de cette pathologie, de l'accès au traitement, de la guérison, des complications hépatiques que on reverra tout à l'heure. D'où l'intérêt quand même de pouvoir réfléchir à au moins un état des lieux dans les centres, de voir, voilà, il y a des sérologies positives. Qu'en est-il sur les patients aux accès au traitement, aux guérisons et aux complications? C'est les résultats d'une étude néerlandaise et anglaise en 2014 qui s'intéressait à 863 patients qui présentaient une hépatite C chronique, enfin une sérologie pour l'hépatite C positive chez des patients avec une maladie hémorragique constitutionnelle. L'intéressant, c'est que ce n'était pas que des hémophiles forcément. La médiane de suivi, elle était sur 30 ans, donc c'est une très belle étude pour ces deux cohortes qu'ils ont poulées. On voit que globalement, 20% des patients ont ce qu'on appelle une clairance spontanée, c'est-à-dire, tout à l'heure on l'a dit, ont lutté tout seuls contre le virus et s'en sont débarrassés. Donc c'est des patients qui ont une sérologie positive, mais quand on recherche le virus, on ne le retrouve pas. Ils ont guéri tout seuls et ça représentait 20% de ces patients-là. 80%, et je crois qu'on verra tout à l'heure avec Madame Fontaine que c'est à peu près l'histoire naturelle de toute façon dans la population générale de l'hépatite C, ont vu le virus pérennisé au niveau du foie et évoluer vers une hépatite C chronique. On l'a vu tout à l'heure, l'évolution d'une hépatite C chronique, elle est sur de longues années. Donc, vous avez vu que l'évolution sur de longues années, on le reverra tout à l'heure, va mener à une fibrose. La fibrose, sa phase ultime, c'est la cirrhose. Et 13% de ces patients vont évaluer au bout de 13 ans, avec une médiane à 29 ans, vers la fibrose hépatique et 3% d'entre eux vers la complication redoutée, qui est le cancer du foie qu'on appelle l'hépatocarcinome. Ça, c'est une étude finalement que j'aurais bien aimé faire, qui est une étude belge rétrospective, mais qui est monocentrique. C'était un seul centre avec une jolie cohorte de patients. C'était 299 patients présentant à la fois une hémophilie ou une maladie de Willebrand ou un déficit rare de la coagulation et qui étaient nés avant 1990 et potentiellement ayant bénéficier, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, de traitements contaminants. 71%, c'est énorme, de ces patients-là ont une sérologie VHC positive. Ce n'est pas 153%, mais 153 patients ont une hépatite C chronique. Et dans cela, il y a eu plusieurs phases de traitement, mais 77 d'entre eux vont bénéficier de nouvelles thérapeutiques antivirales directes. On le reverra tout à l'heure aussi sur les hiérarchies. Il y a eu d'abord des premiers traitements qui étaient par interféron plus ou moins associés à la ribavirine. Et puis est arrivé à partir de 2014 de mémoire, 2013, les antiviraux directs qui ont complètement modifié la réponse au traitement et la tolérance du traitement. On voit que chez ces 77 patients, 88% d'entre eux, pardon, 54 d'entre eux ont bénéficié, c'était la première fois qui ont eu une réponse virale prolongée, c'était des patients qui ont eu directement ce traitement-là, et 23 d'entre eux avaient déjà eu une expérience avec le traitement précédent qui était interféron plus ou moins ribavirine, étaient en échec
soit en échec thérapeutique, soit rechuteur, et ont bénéficié dans un second temps de ce nouveau traitement avec un bénéfice, enfin une réussite de 100%. On voit aussi l'évolutivité de ces patients. 12% de ces patients avec une réponse virale durable vont évoluer vers la cirrhose. Seulement 12% des patients qui ont bien répondu au traitement évolueront vers la cirrhose, soit parce qu'ils l'étaient déjà au moment du traitement, soit parce qu'il y a des cofacteurs, comme on l'a dit tout à l'heure, d'autres facteurs qui font que ton foie, qui est déjà un petit peu abîmé, va continuer à s'abîmer, alors que 32% de ceux qui n'ont pas répondu au traitement, que ce soit de première ou de deuxième intention, eux vont évoluer de manière systématique vers la cirrhose. Donc on voit que ce traitement a permis de réduire l'évolution naturelle du traitement, et on le verra peut-être, des fois on peut récupérer un petit peu, mais attention, c'est pas magique non plus. Si on continue à présenter des toxiques pour notre foie, l'évolution peut être défavorable vers cette complication qui est la cirrhose. Donc une jolie cohorte, 77% de patients, une très belle efficacité pour les patients qui étaient non répondeurs ou rechuteurs au traitement précédent, et avec peu d'effets secondaires sur cette nouvelle thérapeutique. Ça, c'était une étude néerlandaise aussi, très intéressante, qui s'intéressait pas tellement qui s'intéressait certes au traitement, mais pas qu'à l'efficacité sur la quantité de virus qui circule ou pas, mais sur l'impact sur la qualité de vie. On sait que la qualité de vie des patients avec une maladie hémorragique dans la population est inférieure à la population générale. Et c'est dépendant de la sévérité du déficit, de l'âge des patients, bien évidemment du statut articulaire et des comorbidités. Et dans ces comorbidités, bien évidemment, l'hépatite C. Une étude néerlandaise de 2001 avait montré que, à elle toute seule, l'hépatite C chronique avait un impact majeur sur la qualité de vie des patients hémophiles, tant sur les scores de santé globale que sur les items fatigue, capacité à avoir de l'énergie dans notre quotidien. Jusqu'en 2014, dès qu'on mettait en place un traitement pour l'hépatite C, qui associait souvent l'interféron qui était très mal toléré, tout comme la ribavirine qui pouvait provoquer d'autres effets, notamment une anémie, ce score qui était déjà un peu plus bas que la de nature s'abaissait très lourdement, ce score de qualité de vie s'abaissait très lourdement pendant le traitement de l'hépatite C qui parfois pouvait durer plus d'une année. Quand on évalue ces scores de qualité de vie, il y a un score d'évaluation qui s'appelle le RAND36 qui va évaluer 8 domaines. La santé générale, la fonction physique, l'énergie, la fatigue, la douleur, la limitation dans mon activité en rapport avec ma santé physique ou la limitation liée à ma santé morale, mentale, l'état émotionnel et ma capacité d'interagir au niveau social. Donc on voyait que si on reprend ce que je disais précédemment, c'était plutôt des patients hémophiles, la qualité de vie, elle est inférieure à la population générale. Le fait d'avoir une hépatite C impacte directement sur cet abaissement des scores de qualité de vie. En plus de ça, quand tu mettais un traitement par interféron, tu baissais encore plus pendant toute la durée du traitement ce score de qualité de vie. Donc on s'est dit qu'avec les nouvelles thérapeutiques, qui avaient d'abord une tolérance qui était bien meilleure, et puis secondairement une efficacité, on allait guérir de l'hépatite C, normalement ces scores de qualité de vie allaient pouvoir monter après le traitement. Grosse étude encore qui va intéresser 486 patients avec un comparatif de 180 patients qui vont bénéficier du traitement vis-à-vis de l'hépatite C contre 306 patients qui n'ont pas d'hépatite C chronique. On voit que l'âge médian était un peu plus important chez les patients qui ont bénéficié du traitement de l'hépatite C, qui avaient plus de sévères, puisqu'il y avait 67% de sévères versus 21% pour ceux qui n'étaient pas touchés par l'hépatite C, que le score articulaire était plus important chez ces patients-là, tout va très bien avec. Et on voit que sur les lignes de traitement, on ne s'intéressait pas qu'aux nouveaux traitements, puisque dans cette proposition-là, 75% avaient bénéficié du traitement par interféron, 39% du traitement avec les nouveaux traitements antiviraux directs. Slide d'après. Donc, ils vont pondérer tout ça pour qu'il n'y ait pas d'entremêlement entre les différentes pathologies. Et ils vont s'intéresser vraiment à ce qui est lié au traitement de l'hépatite C. Et notamment des nouveaux traitements par l'hépatite C et non pas par l'interféron. On voit qu'à distance de ce traitement par l'hépatite C qui a été très bien toléré
et de l'efficacité, puisqu'on guérit de son hépatite C. Pour autant, à distance de l'arrêt, 1 an, 2 ans de la guérison, persistent des scores diminués dans tous les domaines en rapport avec cet antécédent d'hépatite C, nonobstant la douleur. L'impact est bien évidemment encore plus important pour les patients avec l'interféron et cet impact est encore plus majoré si on a des complications hépatiques au niveau fibrose et cirrhose. Ça veut dire que chez nos patients, on est toujours très content de leur proposer un traitement qui va être très bien toléré, qui va être très efficace et ce n'est pas parce qu'on leur annonce du jour au lendemain « vous êtes guéri » que pour autant ça va être magique pour eux et que leur qualité de vie va augmenter. Il faut continuer à les suivre parce que l'impact émotionnel, l'impact physique de ces années vécues accompagnées d'hépatite C est encore véritable malgré la guérison et qu'il va falloir les aider après et continuer à les soutenir. Après, on peut se poser la question, en hémophilie sont arrivées plein de nouvelles thérapeutiques. On était hémophile A, on nous a amené de manière régulière du facteur 8. On était hémophile B, on nous amenait régulièrement du facteur 9. C'était des médicaments qui avaient peu d'effets délétères. On va substituer ce qui manque et les traitements ont très peu d'effets secondaires. Bien évidemment, je ne parlerai pas d'inhibiteurs. Sont arrivés depuis quelques années des produits à demi-vie prolongée qui ont très peu d'effets secondaires aussi, mais ce qu'on va appeler les traitements non substitutifs. Celui qui est en accès actuellement, c'est l'hémicizumab, l'Hemlibra dans l'hémophilia. C'est un anticorps bimonoclonal qui, à ce jour, avec 4 à 5 ans de recul, ne semble pas avoir d'effet secondaire hépatique, donc ce n'est pas du tout la cible. Dans les nouveaux traitements, il y a le fitusiran et on se rend compte qu'avec cette antithrombine, c'est le tout début, pour l'instant, c'est encore un médicament en phase 3, mais il y a eu quelques élévations de transaminase sans qu'il y ait un effet direct et une relation directe avec le médicament. Mais il va falloir rester vigilant quant à la possibilité d'hépatotoxicité de ces médicaments, même si à ce jour, rien n'est prouvé. Et puis l'évolution secondaire, ça va être la thérapie génique en hémophilie, c'est-à-dire que le facteur 8 et le facteur 9 sont produits par les cellules hépatiques. Quand on est hémophile, on a un gène qui ne permet pas, un code barre qui ne permet pas de fabriquer ce facteur 8 ou ce facteur 9. La thérapie génique, c'est aller amener dans la cellule du foie le bon code barre qui va permettre de mettre le bon gène qui va permettre de fabriquer du facteur 8 ou de facteur 9. Le gène, on sait le fabriquer, la cellule hépatique, on sait à peu près où elle est. Il va falloir amener donc ce gène dans la cellule hépatique. Et pour l'instant, ce qui est utilisé, ce sont des vecteurs viraux. C'est-à-dire qu'on va utiliser des virus qui aiment le foie pour aller amener dans la cellule du foie la portion de gène qui manque pour que la cellule fabrique du facteur 8 ou du facteur 9. Ces virus, ce sont des AAV, c'est des virus qui sont assez communs, sans grande toxicité et qu'on va inactiver pour enlever tout leur côté délétère et s'en servir juste de transporteur. Dans tous les essais, on a classiquement une réaction hépatique dans les quelques jours à quelques semaines qui suivent l'injection de ces virus. Quand on a cette réaction hépatique, c'est un peu une destruction, on appelle ça la cytolyse, qui va nécessiter souvent un recours à une corticothérapie. C'est des cytolyses qui sont à 2 fois, pas très inquiétantes, 2 fois, 3 fois la normale, mais c'est déjà une première agression pour le foie. Donc il va falloir rester vigilant là-dessus. Et puis, le doute qu'on a, c'est que ce virus ne devienne pas, puisqu'il va s'intégrer au niveau hépatique, donc on pense qu'il y a très peu du virus qui va aller, du gène du virus qui va s'intégrer dans le foie, c'est des portions qui sont très faibles, mais quoi qu'il en soit, est-ce qu'il n'y a pas un risque au niveau des cellules du foie pour qu'elles, ce qu'on appelle un risque oncogène, c'est que ça ne provoque des anomalies locales qui pourraient développer ou des cirrhoses ou des cancers. Donc pour l'instant, on n'a pas assez de recul par rapport, là aussi on est sur des phases 3 en thérapie génique, mais ça risque d'aller très vite et grande vigilance quand même sur ces virus. Ok, ils sont inactivés, ok, ils ne devraient pas s'intégrer, mais quoi qu'il en soit, il ne faudrait pas qu'ils aient un risque de destruction du foie, de transformation en cirrhose ou de transformation en cancer. Donc il y a une grande vigilance. Dans les études initiales, les patients avec des antécédents d'hépatite C ou de VIH ou d'hépatite B étaient exclus. Dans les dernières études, ils ont inclus des patients avec des antécédents d'hépatite C
ou de fibrose modérée. Et ils vont surveiller ces patients. Donc, ça veut dire aussi, au début, on s'était dit, ça va être la thérapie génique, ça ne sera pas pour nos seniors. A priori, ces patients-là, pour l'instant, dans les nouvelles études, sont intégrés. Donc, on peut avoir un espoir, mais avec toute la vigilance de ces nouvelles thérapeutiques sur des foies sains, mais aussi sur des foies qui ont déjà vécu pas mal d'agressions. Tout ça, que fais-je là? Je ne sais pas si c'est dans tous les centres. C'est vrai qu'on a un vrai lien avec nos patients, d'autant qu'ils soient sévères. Pas forcément sévères dans les chiffres, mais sévères dans le phénotype hémorragique, dans la manière dont ils saignent. Et c'est des patients qu'on va voir de manière très régulière pendant de longues années, parfois depuis jeune jusqu'à un peu plus vieux. On va vieillir avec la population de nos patients et on va être leur premier recours de soins. Quand moi je suis arrivée au centre en 2012, et j'assume complètement ce recours de soins, c'était d'essayer de dire aussi aux patients, OK, je suis là, OK, on va coordonner tout votre dossier, on va gérer les épisodes hémorragiques. Je crois qu'on a un vrai rôle de coordination du dossier des patients, mais c'est important aussi que vous gardiez un médecin généraliste. Quoi qu'il en soit, on connaît globalement tous les antécédents de nos patients et on va coordonner l'accès à toutes les autres spécialités puisqu'on aura toujours à un moment notre mot à dire. Donc je pense que notre rôle, c'est de diagnostiquer, s'il faut encore faire des diagnostics. On voit de temps en temps, surtout chez les patients mineurs, des patients qui n'ont pas été vus depuis 30 ans dans le centre parce qu'ils n'ont pas saigné, qui à cette époque-là avaient peut-être eu des transfusions ou des traitements substitutifs et qui n'ont jamais eu de sérologie. Donc je crois qu'on a un vrai rôle de dépistage de manière assez systématique pour ces patients qui n'ont pas été vus depuis très longtemps. Et j'avoue que moi, dès qu'un patient est exposé à un produit dérivé du sang, même si on connaît leur très grande, majeure, j'ai pas envie de dire parfaite sécurité, j'ai tendance à réaliser, si ces sérologies étaient négatives précédemment, un contrôle assez régulier. Donc je crois qu'on a un vrai rôle dans le dépistage et dans le diagnostic de ces patients. C'est important que dans nos dossiers, en tout cas moi je m'y tiens, en tout cas pour l'hépatite C, il y ait une date de diagnostic, un génotype, on vous le racontera tout à l'heure, il y a plusieurs types de virus, quels ont été les traitements auxquels les patients, dont les patients ont bénéficié et avec quelle hiérarchie, et puis secondairement, les scores de fibrose. Donc les PBH, c'est plus trop ça maintenant, on est plutôt sur les fibroscans, mais quelle a été l'évolution de ces scores de fibrose et quel a été le score de fibrose au moment du traitement qui a permis la guérison. Je crois que pour les patients qui en effet ont déjà un diagnostic mais n'ont pas eu accès au traitement, c'est notre travail aussi de les sensibiliser. Alors ça c'était surtout il y a quelques années. Moi je suis arrivée, voilà, c'est en 2012, en 2014, etc. Les sensibiliser sur les nouvelles thérapeutiques, quel que soit le stade de fibrose. On va parler tant aux patients qui ont une fibrose évoluée qu'aux patients qui ont un stade de fibrose nul. Il faut leur parler, les sensibiliser. Je pense qu'ils ne sont plus beaucoup les patients qui n'ont pas été encore eu recours aux soins, mais c'est très important. C'est notre travail de leur dire il y a des nouveaux traitements, ils ne sont plus si nouveaux que ça, ils sont très bien tolérés, ils sont d'une efficacité remarquable. Il faut aller voir les pathologues préférés. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, il va falloir lutter, et ça c'est notre travail aussi, contre les autres facteurs de risque hépatique. C'est-à-dire qu'on a pu guérir, on a un foie qui est plus ou moins abîmé, mais il va falloir éviter tout à l'heure tout ce qu'on a dit, l'alcool, le diabète, l'obésité, c'est un vrai problème dans la population de nos hémophiles sévères avec cette sédentarité et ces difficultés articulaires, donc l'obésité et puis tout autre médicament hépatotoxique. On est toujours dans cette coordination de soins. Il faut identifier les services des pathologies prenant en charge nos patients, certes au CHU, là où on est, mais enfin, Madame Fontaine vous le dira, il y a aussi des services d'hépatologie dans les CH périphériques. Il vaut mieux être traité dans un CH de proximité avec une équipe qui est sensibilisée et on sait que le suivi du patient sera beaucoup plus efficace que s'il a à faire 200 ou 300 km une fois, 2 fois par an pour aller voir les pathologues. Sensibiliser le médecin traitant. Certes, nous, on est là pour être rigoureux dans l'observance du suivi post-thérapeutique. OK, on vous a dit que vous étiez guéri, mais quand est-ce que vous devez les revoir, avec quel contrôle? Mais aussi dans l'observance des complications hépatiques chez des gens qui ont des fibroses. Tout ne s'arrête pas au moment de la guérison. Il va y avoir un suivi régulier avec échographie et IRM. Et je crois qu'il faut qu'on soit là pour sensibiliser les patients
à ce que ce suivi et ce lien persistent. C'est très important qu'on ait ce réseau et qu'on travaille en collaboration avec les patients. On ne va pas leur imposer des examens, il faut comprendre la maladie, comprendre son évolution pour la démystifier, pour la désacraliser et comprendre que le suivi est un suivi de prévention qui est quasiment aussi important que finalement le traitement curatif qui a pu amener à la guérison. Donc c'est très important et je vais laisser Madame Fontaine vous expliquer tout sur l'hépatite C du début à la fin. Merci beaucoup. Je vais vous redire quelques petites choses. Enfin, on a déjà parlé de pas mal de choses sur les modes de transmission de l'hépatite C. Pour résumer les choses, c'est principalement sanguin. C'est pour ça qu'on retrouve des modes de contamination par transfusion de produits sanguins labiles avant 1988. Et donc, bien sûr, les patients qui ont des maladies de la coagulation constitutive sont bien sûr très touchés. On va retrouver également l'usage de drogue par voie intraveineuse et aussi par voie nasale et par pipe à crack pour d'autres populations. Les patients qui sont transplantés, hémodialysés ou polymédicalisés sont aussi plus susceptibles d'avoir une hépatite C que la population générale. Et puis, on va retrouver aussi des modes de contamination un peu plus mineurs, mais tatouage et piercing avec matériel partagé, c'est aussi un bon moyen d'attraper l'hépatite C. Et la contamination materno-fétale qui va toucher environ uniquement 3% des enfants nés de mères qui ont une hépatite C chronique. Mais bien sûr, c'est toujours inquiétant pour les mères d'avoir cette peur de transmettre l'hépatite C. Le mode de contamination sexuelle, il est vraiment minoritaire actuellement. Il concerne plutôt une population particulière qui sont les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Et on va retrouver aussi un mode de contamination communautaire. Et il y a des zones géographiques dans le monde où il y a plus d'hépatite C que dans d'autres. Et donc, il ne faut pas oublier de faire le dépistage chez tout le monde, mais particulièrement chez des patients qui peuvent être issus de zones endémiques. Donc, au total, dans les dernières données de Santé publique France, il y a environ 0,3% de la population en France qui a une hépatite C. Donc, c'est vrai que la fréquence de l'hépatite C a beaucoup diminué parce qu'il y a eu beaucoup de dépistage et beaucoup de traitements, et tant mieux. On retrouve cependant 20 à 30% de patients qui n'ont pas de facteur de risque. C'est la raison pour laquelle l'Association française des hépatologues a recommandé un dépistage systématique, mais c'est bien sûr encore plus vrai quand on a un facteur de risque potentiel, comme des troubles constitutionnels de la coagulation. Donc la diapositive suivante résume l'histoire naturelle de l'infection. Après une contamination, l'organisme va développer une hépatite aiguë, entre guillemets, 6 semaines environ après. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hépatite aiguë passe inaperçue dans plus de 95% des cas. Quelques patients peuvent avoir des signes avec une fatigue, une jaunisse, mais c'est plutôt rare. Donc cette hépatite aiguë passe complètement inaperçue. 30% des patients, donc tout à l'heure on était à 20% dans l'étude qui a été montrée, 20 à 30% des patients vont guérir tout seuls, c'est-à-dire qu'ils vont, dans les 6 mois qui suivent la contamination, se débarrasser du virus. Donc ces patients-là vont avoir les anticorps qui seront positifs, mais le dosage du virus lui-même, ce qu'on dose, c'est l'ARN, c'est-à-dire le matériel génétique du virus, dans le sang, va être complètement négatif. Et au contraire, on aura environ 70% des patients qui vont garder le virus, qui vont évoluer vers une hépatite chronique. Donc l'hépatite chronique, elle est définie par le fait d'avoir le virus pendant plus de 6 mois. Ces patients qui ont une hépatite chronique vont développer une cirrhose dans 10 à 20% des cas. À partir du moment où on a une cirrhose, à ce moment-là, c'est un stade en fait de sévérité, à partir duquel on va développer des complications qui vont remettre en jeu le pronostic vital, avec le carcinome hépatocellulaire dont on a parlé tout à l'heure, qui est vraiment la grosse crainte en fait quand on a une cirrhose, c'est de développer un cancer du foie. Et l'autre type de complications, ce sont les décompensations de cirrhose qui peuvent se révéler sous la forme d'un épanchement liquidien dans l'abdomen qu'on appelle l'ascite, qui peut aussi se révéler sous la forme d'hémorragie digestive
qui sont dues à la présence de varices au niveau de l'œsophage, c'est-à-dire des veines qui vont être gonflées et qui vont craquer sous la pression sanguine. Et à ce moment-là, les gens peuvent avoir une hémorragie digestive, vomir du sang ou avoir une hémorragie digestive qui passe dans les selles. Donc, on estime qu'à partir du moment où on a une cirrhose, on a environ 3% de développement de carcinome hépatocellulaire par an, 3% de décompensation de cirrhose par an. Et au total, comme tout le monde ne meurt pas, heureusement, du carcinome hépatocellulaire et de la décompensation de cirrhose, on a environ 3% de décès par an. Donc, vous voyez que ce sont des chiffres qui sont importants et le but du traitement, c'est d'éviter justement cette cascade, d'éviter la cirrhose et d'éviter les décompensations et le carcinome hépatocellulaire. Et puis, ça, c'est tout ce qui concerne le foie, mais on va avoir aussi une atteinte au niveau du système immunitaire, des globules blancs, de l'hépatite C, qui peut entraîner des lésions auto-immunes au niveau de l'organisme, c'est-à-dire que ça va entraîner une inflammation dans différents organes. Et on va voir tout à l'heure que ça explique pourquoi l'hépatite C peut toucher d'autres organes que le foie. Et au maximum, il a été montré que certains lymphomes étaient déclenchés par ces manifestations immunitaires liées à l'hépatite C. Il y a même certains lymphomes qu'on peut traiter uniquement en éradiquant, en traitant l'hépatite C de façon efficace. Donc, bien sûr, ça concerne une petite fraction de ces lymphomes. On a vu tout à l'heure que le taux de cirrhose qui avait été décrit dans l'étude qui a été montrée était inférieur au taux que je vous ai donné de 10 à 20%. Pourquoi? Parce que finalement, tous les patients ne vont pas évoluer vers la cirrhose. Il y a des patients qui vont préférentiellement évoluer vers la cirrhose. Ce sont les patients qui vont être contaminés après l'âge de 40 ans. Donc, vous voyez effectivement chez les patients qui reçoivent des transfusions sanguines dans le cadre d'une hémophilie, souvent c'est beaucoup plus précoce. Les hommes vont également évoluer plus rapidement vers la cirrhose. Quand on a une durée de l'infection prolongée, bien sûr, on a plus une fréquence de cirrhose. Si on a d'autres infections comme le VIH ou l'hépatite B, ça va également accélérer l'évolution vers la cirrhose. Et puis l'existence d'autres pathologies, d'autres maladies du foie dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un mésusage d'alcool, une consommation excessive ou une maladie métabolique avec en particulier le diabète, le surpoids et également un excès de cholestérol ou de triglycérides. La diapositive suivante, vous allez voir les manifestations, ce qu'on appelle les manifestations extra-hépatiques de l'infection par le virus de l'hépatite C. Donc, il y en a certaines pour lesquelles l'association a vraiment été prouvée. C'est tout ce qui est signes généraux de type fatigue, douleur dans les muscles et les articulations. Également des troubles neurologiques centraux avec plus de dépression, des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration qui altèrent la qualité de vie. Une atteinte endocrinienne, on sait par exemple qu'il y a plus de diabète de type 2 chez les patients qui ont une hépatite C et d'ailleurs plus d'hépatite C chez les gens qui ont du diabète. On peut également avoir une atteinte immunitaire qui va toucher la thyroïde. On sait également que l'hépatite C va entraîner une inflammation au niveau des vaisseaux sanguins qui va augmenter la survenue des maladies cardiovasculaires et en particulier infarctus et accidents vasculaires cérébraux. La vascularite cryoglobulinémique dont j'ai parlé tout à l'heure pour le lymphome. On peut avoir aussi des atteintes rénales avec, dans certains cas, une insuffisance rénale qui peut conduire à la dialyse. Une atteinte au niveau de la peau qui, dans la plupart des cas, se limite à simplement une sécheresse cutanée, mais on peut avoir également d'autres lésions plus spécifiques de l'hépatite C. Et puis, on peut avoir aussi une atteinte neurologique au niveau, alors on dit périphérique, parce que ça va atteindre plutôt les nerfs au niveau des extrémités des membres, et on peut avoir chez certains patients des fourmillements et des problèmes de sensibilité au niveau des pieds et des jambes qui peuvent être dus à l'hépatite C. Dans les autres pathologies qui ont été, dont l'association est plus possible que certaines, des atteintes pulmonaires inflammatoires et des dilatations des bronches, des inflammations au niveau des articulations, donc plus que les douleurs simples, des démangeaisons au niveau de la peau, des fibromyalgies qui est en fait une maladie qu'on connaît assez mal actuellement. Une polyradiculodévrite qui est une inflammation au niveau des nerfs plus sévère que celle dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, il a été montré également que certains cancers sont plus fréquents quand on a une hépatite C que quand on n'en a pas, et en particulier sein, poumon et pancréas.
Donc dans la diapositive suivante, ce que je voulais vous montrer surtout, c'était, l'évolution de l'épidémiologie, de l'hépatite C dans le monde. On voit sur, la courbe que finalement vous avez, entre 1993 et 2016 une augmentation progressive en bleu de la mortalité qui est liée aux hépatites, et qui est en train de surpasser la mortalité liée au VIH, à la tuberculose, au paludisme, qui sont bien heureusement en cours de diminution. Actuellement, il est estimé que les hépatites sont la septième cause de décès dans le monde et la moitié sont liées à l'hépatite B et la moitié liées à l'hépatite C. En France, alors les chiffres diffèrent selon les sources, mais on estime qu'il y a environ 75 000 personnes qui ont une hépatite chronique C, dont 50% sont dépistées, ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes, comme vous le disiez tout à l'heure, qui se savent porteurs de l'hépatite C, mais qui ne sont pas traitées. Et il y a un problème d'accès au traitement, quelle que soit la raison. Sur la diapositive suivante, le but, c'est de vous montrer quel est l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé, et donc qui est décliné dans chaque pays et également par le ministère de la Santé en France. C'est d'éliminer l'infection par le virus de l'hépatite C. Ce n'est pas une éradication comme la variole, c'est le fait, les objectifs, c'est de diminuer le nombre de nouveaux cas de 90% et de diminuer la mortalité de 65%, et ça sera possible si on intensifie le dépistage et si on favorise l'accès au traitement. Donc en fait, les indications de traitement de l'hépatite C actuellement, c'est tout patient ayant une hépatite chronique C peut être traité et devrait être traité idéalement par les antiviraux directs. Donc globalement, comment se fait le circuit? Le dépistage se fait habituellement par la sérologie, c'est-à-dire le dépistage des anticorps, ces protéines que l'organisme va produire en contact avec le virus. Quand cette sérologie est positive, cela signifie que le patient a une hépatite C, qu'elle soit aiguë si elle est récente, qu'elle soit chronique si elle est là depuis plus de 6 mois, ou éventuellement guérie dans 20 à 30% des cas. Pour faire la différence, on va doser l'ARN du virus de l'hépatite C, c'est-à-dire le génome, vraiment le virus en lui-même. S'il est négatif, ça voudra dire que le patient a une hépatite C guérie, bien sûr on ne va pas le traiter. S'il est positif, depuis plus de 6 mois, l'hépatite C est chronique. Si c'est depuis moins de 6 mois, l'hépatite C est aiguë. Et on peut également déterminer le génotype viral, mais c'est vrai que maintenant, on ne le fait plus en pratique clinique parce que finalement, ça va alourdir le circuit de soins et ça ne va pas impacter l'indication du traitement, le choix du traitement et la suite, le suivi. Sur la diapositive suivante, j'ai relaté le bilan qu'on fait avant le traitement et vous allez voir que c'est très simple, hein. Il y a une prise de sang pour regarder la quantification du virus de l'hépatite B, pour vérifier s'il y a d'autres virus comme l'hépatite B et le VIH. On va regarder bien sûr le bilan du foie, on va regarder quelques critères simples avec globules blancs, globules rouges, plaquettes, la fonction du rein, l'albumine qui est une protéine qui est produite par le foie et des tests de coagulation, l'ETP, en particulier qui reflète la fonction du foie et en particulier le facteur 5, donc qui n'a rien à voir avec les facteurs qui sont altérés dans l'hémophilie. Et puis on va bien sûr rechercher les autres causes de maladies chroniques du foie. Donc je pense que vous avez compris, hein, en France, c'est principalement la surcharge en graisse qui peut être due soit à l'alcool, soit aux problèmes métaboliques. Donc encore une fois, diabète, obésité et cholestérol, triglycérides. Et puis on ne fait pratiquement plus de biopsie du foie. On évalue la sévérité de la maladie par le FibroScan, qui est un examen qui ressemble à une échographie et qui mesure l'élasticité du foie, qui est complètement indolore, ou FibroTest ou Fibromètre qui se font par prise de sang. Donc ces examens-là se font très facilement et c'est suffisant pour pouvoir savoir si les patients ont une cirrhose ou non. De toute façon, on va traiter tout le monde. De façon à faciliter le traitement, on a mis en place un parcours simplifié pour la plupart des patients. Simplifié, cela signifie que les patients n'ont pas forcément besoin, pour la plupart d'entre eux, de venir voir un hépatologue pour être traités. Ils peuvent être traités par leur médecin généraliste et par tout autre médecin qui les suit. Alors ça va s'adresser aux patients qui n'ont pas d'autres maladies du foie, hépatite B, VIH, maladie du foie sévère, cirrhose ou précirrhose et maladie du foie autres non contrôlées. Donc on revient toujours à l'alcool et à la surcharge en graisse liée aux problèmes métaboliques.
Il ne faut pas non plus avoir d'insuffisance rénale sévère parce que ça va jouer sur le choix du médicament et il faut que ça soit le premier traitement par antiviraux direct pour, s'assurer que ces patients, seront entre guillemets «des patients faciles à traiter». Donc ces patients-là ne sont absolument pas obligés de passer par la case hépatologue ou infectiologue pour être traités. Donc ces patients vont prendre, le traitement. Donc le traitement, c'est bien sûr pris en charge à 100. Il n'y a rien à payer, ça coûte environ 20 000 € actuellement, donc ça, c'est une bonne chose. Il y a 2 types de traitements qui sont, actuellement possibles à utiliser, qui sont, alors l'Epclusa ou le Mavyret. Dans les 2 cas, c'est de toute façon des associations de 2 molécules qu'on va retrouver dans ces traitements-là. Ce sont de toute façon uniquement, des médicaments qu'on va prendre en une prise par jour, sous forme de comprimés avec, plus de 95 d'efficacité et très peu d'effets secondaires. Finalement, la différence, ça va être, pour le premier pour l'Epclusa, ça va être un comprimé par jour pendant 12 semaines de façon, indépendante des repas et pour le Mavyret, ça va être 3 comprimés par jour en une prise pendant un repas, quel que soit le repas, pendant 8 semaines. Donc finalement, le choix va se faire, par le patient lui-même et c'est lui qui décidera. Si c'est un patient qui a déjà beaucoup de comprimés, il va peut-être préférer les Epclusa et puis pour d'autres patients, ils ont envie de s'en débarrasser rapidement et peut-être que le traitement plus bref de 8 semaines les attirera plus. On va, avant de débuter le traitement, sur la diapositive suivante, prendre quelques précautions. Alors les précautions, ça va être principalement, de rechercher des interactions médicamenteuses, mais maintenant elles sont peu fréquentes et on arrive toujours à se débrouiller. Il y a des sites sur lesquels, on peut se référer pour vérifier l'absence d'interactions médicamenteuses. Ce sont des sites, médicaux qui sont, remis à jour, régulièrement et qui sont faciles d'accès et gratuits. On va, aussi demander au patient ce qu'il prend comme automédication et comme naturopathie. Pour vous donner un exemple, le millepertuis qu'on va retrouver soit, de façon seule dans certaines préparations, disponibles en pharmacie ou dans des magasins bio ou, associé à d'autres choses dans les compléments alimentaires, peut, diminuer l'efficacité des antiviraux directs. Et également de façon beaucoup plus simple, la consommation de pamplemousse ou d'orange sanguine. Il faut savoir qu'il y a, des, structures chimiques dans le pamplemousse et l'orange sanguine qui vont, également interagir avec beaucoup de médicaments, pas seulement les médicaments contre l'hépatite C, mais en tout cas, ça interagit également avec les antiviraux directs. Donc pas de jus de pamplemousse, pas d'orange sanguine et pas de millepertuis, pendant le traitement. Et puis bien sûr, il faut, que le patient, enfin, voir avec le patient à quel moment il va prendre les médicaments. C'est souvent plus facile chez des patients qui ont déjà un traitement quotidien. Moins facile si on n'a que ce traitement-là, mais donc il faut, faire un petit peu d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire voir si le patient va prendre son médicament plutôt le matin, plutôt le soir et éventuellement faire sonner son téléphone pour ne pas l'oublier, ou éventuellement, cocher sur un calendrier. Enfin, il y a quelques petites techniques comme ça pour être sûr que le traitement est pris régulièrement. Alors sur la diapositive suivante, on va voir que pendant le traitement, le suivi est relativement simple. Il va surtout être adapté à chaque patient. Je suis désolée pour les erreurs sur la diapositive. Certains patients n'auront pas besoin de revenir, voir, le médecin ou l'infirmière pendant le traitement. Il faut de toute façon qu'ils partent avec, les moyens de joindre, médecin ou infirmière pendant le traitement. Mais pour certains, on les revoit uniquement à la fin du traitement, voire 3 mois après. Et pendant le traitement, quand on les voit, ça va être finalement pour vérifier la tolérance, pour vérifier les interactions médicamenteuses et pour vérifier que le traitement est bien pris correctement. Donc finalement, c'est assez simple. On va voir sur la diapositive suivante qu'on a peu de soucis de tolérance. Les effets secondaires, sont, peu fréquents et surtout peu sévères. Dans les effets secondaires les plus fréquents, c'est-à-dire qui atteignent entre 10 et 20 des patients traités, on peut avoir un petit peu de fatigue ou au contraire des patients qui vont avoir un petit peu trop d'énergie, en tout cas plus que d'habitude, on préfère ça. Les 2 peuvent se voir. On peut avoir des troubles, au niveau de l'endormissement, mais rien à voir du tout avec ce que donnait l'interféron, hein. C'est-à-dire que les patients mettent un quart d'heure de plus pour s'endormir en moyenne, mais ça va être tout. Ils peuvent avoir, un petit peu de maux de tête, mais encore une fois, rien à voir avec ce que les patients, pouvaient subir avec l'interféron et la plupart des patients, ne prennent, même rien contre les maux de tête. S'il y a besoin, bien sûr, ils peuvent prendre un petit peu de paracétamol à condition de ne pas dépasser les 2 grammes par jour.
On peut noter parfois une diminution de l'appétit, mais c'est encore vraiment très très faible, d'autant plus qu'il a été bien montré que les patients avaient plutôt tendance à prendre 1 à 2 kilos en fin de traitement, donc ce n'est pas une diminution de l'appétit qui est gênante pour le patient. Et on peut voir quelquefois chez certains patients une petite accélération du transit intestinal, mais vraiment, encore une fois, rien à voir avec les effets secondaires, par exemple de la ribavirine qui pouvait donner vraiment des diarrhées. Alors après le traitement, donc le patient a pris ses 8 à 12 semaines de traitement. Il faut bien, lui expliquer pour qu'il ne soit pas déçu, qu'on ne pourra pas lui dire tout de suite s'il est guéri. On sait qu'il est à 95 de la guérison. Pour vraiment affirmer la guérison, il faut, que le patient ait une prise de sang 12 semaines après l'arrêt du traitement, et on va regarder s'il y a encore du virus, dans le sang. Donc, c'est vraiment l'ARN de l'hépatite C qu'on va regarder, le virus lui-même, hein, pas les anticorps qui, eux, seront toujours positifs. Donc on va doser le virus lui-même dans le sang. Dans 95 des cas, au moins, il sera indétectable, ce qui va signer la guérison virologique. Il n'y a plus de virus dans l'organisme. Et dans moins de 5 des cas, le virus est encore détectable et ça peut être une rechute et à ce moment-là, il faut un avis plus spécialisé pour savoir pourquoi le patient, n'a pas eu de guérison. Est-ce qu'il s'agit, d'un problème, de prise de traitement? Est-ce qu'il s'agit d'une interaction médicamenteuse? Est-ce qu'il s'agit d'une recontamination? Il y a plusieurs explications, possibles. Alors dans la diapositive suivante, je voulais faire un petit peu la comparaison entre, les nouveaux et les anciens traitements parce que je pense que beaucoup de patients, ne veulent pas être traités parce qu'ils ont entendu parler de l'interféron et c'est particulièrement vrai chez des patients qui ont des troubles, constitutionnels de la coagulation puisque finalement le diagnostic de l'hépatite C a été posé depuis longtemps avec, depuis longtemps les patients ont entendu parler de l'interféron et de la ribavirine avec tous les effets secondaires et ça n'a rien à voir comme charge mentale avec ce que peut ressentir quelqu'un chez qui on va diagnostiquer par hasard une hépatite C, en 2022, un patient qui ne savait pas ce que c'était que l'hépatite C, n'a jamais entendu parler de l'interféron et de la ribavirine et finalement, là, le traitement va faire beaucoup moins peur. Donc les traitements avant, 2014-2017, c'était des traitements par interféron, donc une injection sous-cutanée hebdomadaire, la ribavirine qu'il fallait prendre, toutes les 12 heures pendant un repas et puis, en plus, on avait, dans les années entre 2010 et 2014, le Télaprévir et le Boceprevir qui amélioraient l'efficacité du traitement, mais qui étaient à prendre toutes les 12 heures ou toutes les 8 heures et avec, pour le Boceprevir, des, collations qui devaient être riches en lipides. Donc c'était compliqué, d'autant plus qu'avec l'interféron, la ribavirine et le boceprevir, les patients étaient très nauséeux. Et bien sûr, c'est difficile de manger une collation toutes les 8 heures riche en lipides quand on est nauséeux. Donc ce n'est pas du tout la même chose que les traitements par antiviraux directs qui donnent très très peu de troubles digestifs, qui ne donnent pas ou très très peu de nausées et qui sont à prendre en une prise par jour uniquement par comprimé. Il y avait, également dans les autres différences, c'est la durée du traitement, hein. Avec l'interféron et la ribavirine, on était à 1 an de traitement, donc on mettait 1 an, de la vie des patients entre parenthèses, puis les 6 à 12 mois pour se remettre du traitement, donc ça faisait 2 ans. Avec, les traitements, par antiviraux directs, c'est 8 à 12 semaines, donc c'est beaucoup plus court et c'est beaucoup plus facile à, entre guillemets, «intercaler» ça dans son projet de vie. L'efficacité, ça n'a rien à voir puisqu'on était, entre 30 et 75 d'efficacité avec l'interféron et la ribavirine, mais plutôt à 50 en moyenne. Là, on est à plus de 95. Quand, le traitement par interféron et ribavirine, plus ou moins Télaprévir et Boceprevir, n'était pas efficace, on n'avait finalement pas grand-chose à proposer aux patients. Là, si les 2 traitements dont je vous ai parlé ne fonctionne pas, c'est-à-dire si, les patients font partie des 5 «d'échecs» entre guillemets, enfin s'il y a un échec au traitement, on a un traitement de deuxième intention qui s'appelle, du Vosevi qui est en fait une combinaison de 3 médicaments cette fois-ci, pas 2 comme les 2 précédents, 3 médicaments, 3 molécules qui sont dans un comprimé qu'on va prendre une fois par jour pendant 12 semaines et là on a encore plus de 95 d'efficacité. Donc on est à 95 fois 95. Donc en fait, on a vraiment une efficacité chez, pratiquement tous les patients. Et puis surtout, ce qui fait la différence, ce sont les effets secondaires.
Avec les antiviraux directs, on n'a pratiquement pas ou peu d'effets secondaires. Avec l'interféron, on avait le syndrome grippal. Je pense qu'on en entendra peut-être parler tout à l'heure dans le témoignage, avec de la fièvre, des frissons, des maux de tête importants, des sueurs. Il était difficile de travailler. L'arrêt de travail était fréquent puisqu'on le faisait chez 10 à 20% des patients au minimum. L'arrêt du traitement pour effet secondaire, c'était également chez 10 à 20% des patients, alors qu'on en a quasiment pas avec les antiviraux directs. Les patients avaient des problèmes au niveau des globules blancs, au niveau des globules rouges, au niveau des plaquettes, donc au niveau de la coagulation. Les patients avaient des problèmes de thyroïde, ils avaient la peau sèche, ils vomissaient, ils avaient la diarrhée, ils maigrissaient. Il y a aussi tout ce qui est effets secondaires neuropsychiatriques avec des syndromes dépressifs parfois très importants qui survenaient vers le 3e mois de traitement. Quelquefois des délires. Enfin bon, c'était vraiment des traitements qui étaient très, très, très difficiles, à tolérer. Comme il n'y avait rien d'autre, bien sûr, ça évitait les cirrhoses, mais en tout cas, ça n'a rien à voir, avec les antiviraux directs. Donc le but, c'est de guérir de l'hépatite C. Donc vous avez compris que la définition de la guérison, c'était d'avoir le dosage du virus indétectable 12 semaines après l'arrêt du traitement. Ça va permettre de guérir, sur, le plan clinique avec la disparition des symptômes généraux, fatigue, douleurs dans les muscles, les articulations, les troubles de la mémoire et de la concentration. Ça va permettre de faire disparaître aussi tout ce qui est symptômes extra-hépatiques, de guérir au niveau du foie, puisqu'on peut avoir des régressions de la fibrose, voire des régressions, y compris au stade de cirrhose, ça a bien été montré, mais à condition qu'il n'y ait pas d'autres maladies du foie, et en particulier alcool et surcharge métabolique. Ça va permettre de diminuer le passage à la cirrhose. Si on a déjà une cirrhose, ça va permettre de diminuer la survenue du cancer du foie. Si on a déjà eu un cancer du foie, ça va permettre de diminuer les récidives de cancer du foie. Ça va permettre de diminuer la survenue des complications extra-hépatiques, lymphome, insuffisance rénale, etc. De diminuer bien sûr la contamination. Donc en fait, on va avoir une diminution de toute la surmorbidité, toute la surmortalité qu'on avait qui était liée à l'hépatite C au niveau du foie ou en dehors du foie. Diapositive suivante, mais ça je pense qu'on va la passer assez rapidement. On va aller donc 2 diapositives plus loin pour parler du suivi après la guérison virologique. Comme ça a été dit tout à l'heure, une fois qu'on a guéri virologiquement du virus, le suivi ne s'arrête pas pour autant chez tout le monde. D'abord, il y a une phase où il faut revoir les patients parce qu'il peut y avoir la persistance d'une fatigue pendant quelques mois, mais on peut avoir aussi sur le plan psychologique un deuil de l'infection. Ça a bien été décrit. Je ne sais pas si on peut passer encore la diapositive suivante parce que celle-là, elle sera peut-être un peu compliquée, puis on en a déjà parlé. Sur la diapositive suivante, j'ai fait un petit algorithme pour vous montrer quels sont les patients qui vont continuer le suivi. Donc, vont continuer le suivi les patients qui vont avoir une maladie hépatique sévère, cirrhose ou précirrhose, pour avoir un suivi hépatologique pour le dépistage du carcinome hépatocellulaire qui se fera par échographie tous les 6 mois, pour l'instant à vie, en attendant qu'on sache mieux identifier les patients qui vont évoluer vers cette complication. Et de l'hypertension portale, ça c'est pour les fameuses varices de l'ésophage qui peuvent saigner. Si le patient n'a pas de cirrhose ou de précirrhose et qu'il n'a pas d'autres maladies du foie, c'est-à-dire pas de consommation d'alcool excessif, pas d'anomalie métabolique, pas d'hépatite B, il ne sera pas nécessaire, sur la petite vignette en vert, de continuer le suivi spécialisé. Au contraire, même si le patient n'a pas de cirrhose ou de précirrhose, mais qu'il a une consommation d'alcool, une anomalie métabolique ou une hépatite B, à ce moment-là, il faudra, sur la vignette orange, continuer le suivi en hépatologie pour la prise en charge des autres maladies du foie. Et puis 2 petites remarques. La première, c'est que tout ce qui est tests non invasifs de fibrose qui sont fiables avant le traitement ne sont pas fiables après le traitement. Et donc un patient qui sera considéré comme étant cirrhotique ou pré-cirrhotique avant le traitement sur un test non invasif de fibrose va poursuivre le dépistage des complications de la cirrhose, même si le test non invasif est meilleur. Et puis, si jamais, bien sûr, on a une persistance des facteurs de risque de contamination,
on refait le dosage de la charge virale de l'hépatite C régulièrement. Pas les anticorps, bien sûr, puisque vous avez compris que cela resterait de toute façon positif, même si on est guéri. Mais donc, le dépistage d'une recontamination va se faire sur le dosage du virus lui-même. Et bien sûr, il faut bien, et ça c'est vraiment très important de l'expliquer, c'est pas parce qu'on a guéri d'une infection par le virus de l'hépatite C qu'on ne peut pas en avoir une deuxième. Et sur la diapositive suivante, j'ai mis quelques conclusions. Dans les conclusions, donc bien sûr, l'hépatite C est responsable de maladies et de mortalité hépatique et également non hépatique. La guérison virologique, ça n'arrange pas tout, mais ça améliore le pronostic et la qualité de vie. Les traitements par antiviraux directs permettent d'obtenir une guérison virologique chez plus de 95% des patients avec une très bonne tolérance. Les conditions nécessaires pour aboutir à l'élimination de cette infection, c'est vraiment l'amélioration du dépistage et le traitement des patients infectés. Et ne pas oublier de continuer le suivi spécialisé si les patients ont une cirrhose, une précirrhose, d'autres maladies du foie ou si bien sûr il y a un facteur de risque de réinfection. Je vous remercie. Je peux me permettre une petite réponse assez rapide, merci beaucoup. Puis finalement, on n'avait pas mis nos topos en parallèle, mais finalement, c'est ce qu'on fait. Juste, les patients sont souvent demandeurs qu'on recontrôle l'ARN VHC 1 an, 2 ans, 5 ans après. On est bien, et en l'absence, si vous voulez, de risque de recontamination, on est bien d'accord que ça n'a, parce qu'on n'a pas ces facteurs de risque, hein, oui. Ça n'a aucun intérêt. Une fois que vous avez validé la guérison, il n'y a aucun intérêt à les vérifier 1 an, 3 ans, 5 ans après. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça a un intérêt, par exemple, chez les patients dialysés où on le fait tous les ans parce qu'effectivement, il y a encore quelques contaminations en dialyse. Mais chez un patient hémophile qui a guéri, effectivement, il n'y a pas d'intérêt. Après, je dois dire que quand les patients le demandent, je le prescris parce que ça rassure les Oui, c'est patients. ça. La croix, elle est facile. Hein. Ouais, la croix, elle est facile. On fait des gros bilans. Et la petite croix en bas sur la RNVHC, elle est très facile. Et c'est vrai que ça rassure à un moment plutôt que de vivre avec une angoisse. Et puis voilà, on le fait une fois, on le fait 2 fois, ils s'en rendent compte et après, ils ne le demandent plus. Mais Exactement. voilà, juste qu'on le valide ensemble. Voilà. Mais par contre, ce qui est très important à expliquer aux patients, c'est que les anticorps vont rester positifs parce que si le patient repasse aux urgences, quelle que soit la raison, il va y avoir également la croix sérologie VIH BC et le médecin des urgences va venir voir le patient un petit peu embêté. Oui, il faut qu'on vous parle, vous avez une hépatite C et là, c'est panique à bord. Donc ça, c'est vraiment très, très important de faire passer ce message-là. Ça, on le voit aussi au moment des demandes de prêts, par exemple des prêts immobiliers. Oui. Où ça s'arrête là et les patients sont très paniquants en rappelant, en disant oh là là, oh là là. Et donc on les rassure, voilà. Mais c'est aussi quelque chose qui vient à ce moment-là. Merci beaucoup pour ces présentations. On va pouvoir passer directement, je pense, au témoignage de Béatrice. Et je mettrai peut-être en lien la fin du film, si vous voulez, ou je la mettrai après. Le début du film qu'on avait eu tout à l'heure qui expliquait ce qu'était l'hépatite et on l'a après avec le traitement. Une vidéo qui dure 5 minutes, qui est très claire aussi. Mais moins que votre explication à vous. Béatrice, je te laisse la parole. Oui, merci. Bonsoir à tous. Merci Maryse. Alors, je vous propose de vous raconter une tranche de ma vie avec le virus de l'hépatite C, puisque c'est le sujet du soir. Pour cela, je vous propose de revenir au contexte. Nous sommes en 1984. À ce moment-là, il y a encore le scandale du sang qui fait débat, qui fait des ravages. Et on parle de manière tous azimuts et de manière alarmante et effrayante de virus de l'hépatite C, virus du sida, virus, enfin, j'avais une vingtaine d'années, j'étais toute seule sur Paris, je venais de laisser la Martinique d'où je suis originaire pour mes études et je me retrouve hospitalisée pour une intervention. Je sais que je suis sujette à des hémorragies, mais je ne connais pas encore le nom de ma maladie à ce moment-là. Donc, on peut mettre la première diapo. Voilà le contexte. Donc, suite à cette intervention, donc nous sommes en 1984,
j'ai une hémorragie, je suis en détresse et je demande, hein, c'est moi qui oriente les professionnels de santé de l'hôpital où je suis, pour leur dire de me donner des fractions, des facteurs de coagulation, parce que je sais que c'est ce qu'on donne à mes parents, à des parents que j'ai qui ont la même propension que moi à saigner. Donc, on me donne ces produits et puis, en consultation post-opératoire, j'apprends que je suis touchée par la maladie de Villebrandt. Donc, je connais le nom de la maladie, mais j'apprends également que je risque de faire une jaunisse suite à l'injection de ces produits-là. Donc, je suis en alerte. Effectivement, quelque temps après, je développe l'hépatite C qui devient, puisque vous l'avez dit, hein, l'intervenant précédent a parlé de 6 mois, oui, c'est devenu une hépatite chronique. Et j'applique strictement les consignes que le médecin m'a données, puisque je me souviens encore hein, qu'il me disait que sur l'heure, il n'y avait pas grand-chose à faire, si ce n'est que de surveiller mon alimentation, de manger de la laitue bouillie, hein, et puis et surtout d'éviter l'alcool. Donc, je continue de vivre en respectant cette dernière consigne, hein, avec la gêne quelque part de devoir m'expliquer chaque fois que je dois partager un moment de convivialité, chaque fois que je suis invitée, je dois dire, voilà, je ne veux pas d'alcool. Mais pourquoi en fait, l'alcool ne me réussit pas. Voilà, je trouve cette excuse pour pouvoir échapper aux autres questions qui pourraient venir. Donc, je vis comme cela jusqu'en 1996. Entre-temps, j'ai eu ma mutation pour la Martinique, donc je retourne chez moi. J'ai besoin de soins, donc je me rapproche d'un médecin qui est hématologue, mais qui est également le président de l'association des hémophiles hein, en Martinique. Et il me prend en charge pour tous mes soucis de santé, mais bien sûr, il me fait rentrer dans un parcours de soins pour traiter le virus, puisque j'en parle avec lui, hein, le virus de l'hépatite C, qui est déjà en moi depuis une dizaine d'années, on va dire. Donc, il me présente également à un confrère qui me traite pour qui met en place hein, un suivi pour mon foie, pour vérifier l'élasticité de mon foie. On en parlait tout à l'heure avec les fibroscans, hein, donc le fibroscan dont vous parliez. Et c'est ainsi que je bénéficie en avril 2005, donc la deuxième partie de cette diapo, du traitement à l'interféron, qui est une bithérapie qui est prévue sur 6 mois, mais ça se passe tellement mal. Les effets sont négatifs. C'est un échec peut-être 2-3 mois après, donc je ne vais pas au bout de ce traitement, mais c'est vrai que si je m'arrête sur les effets de ce traitement, c'était vraiment tous les symptômes que vous avez décrits tout à l'heure. C'était un médicament que je prenais, d'ailleurs je m'étais organisée pour pouvoir le prendre, puisque je le prenais le vendredi après avoir terminé ma vacation de travail, et j'étais malade tout le week-end. Et puis, comme fait exprès, le lundi matin, j'étais prête à assurer mes journées de travail de la semaine. Donc, sur mon parcours professionnel, on ne va pas trouver d'absence pour maladie par rapport à ce traitement, en tous les cas, puisque je me soignais le week-end, le vendredi, et puis j'étais malade le week-end, le lundi, prête à travailler. Donc, les effets vraiment, vraiment indésirables. Donc, je suis soutenue par les médecins hein, que je rencontre et ils m'informent hein, de l'évolution de la recherche, des produits, des médicaments qui sont à venir. Et puis, d'un commun accord, on poursuit, on conçoit qu'il faille attendre pour pouvoir obtenir le deuxième traitement. Le deuxième traitement qui arrive 12 ans après le premier.
là, c'est vraiment un traitement qui est de confort, si je puis dire, par rapport à l'autre, par rapport au premier, qui m'a laissé vraiment des souvenirs, mais vraiment indélébiles. Ce médicament, c'était 4 comprimés à prendre par jour, avec de la nourriture pendant 8 semaines, avec une qualité de vie, mais vraiment qui n'a rien à voir avec l'interféron. Des relations sociales qui étaient bonnes. Hein, et au bout d'un mois déjà, les résultats étaient plus que satisfaisants, puisque à la fin du traitement, au bout des 8 semaines, j'ai poursuivi les examens qui m'étaient conseillés et prescrits d'ailleurs par les médecins pour qu'au bout de 6 mois, je sois déclarée guérie. Hein. Donc, j'ai très, très bien supporté ce médicament. Donc, moi, je conseillerais effectivement aux patients qui sont encore dans le doute ou bien qui ont peut-être des interrogations ou des craintes. Moi, je l'ai très, très bien vécu. J'en parle de manière libre. Hein, je n'ai aucune action ailleurs. Mais voilà, c'était la solution en tous les cas. Aujourd'hui, je suis sortie. Je n'ai pas le poids de la maladie sur mes épaules. J'ai gardé l'habitude, malheureusement, de ne pas boire d'alcool, mais bon, l'alcool n'est pas nécessaire à la vie. Donc, je vis très bien sans. Et puis, ma foi, l'essentiel, c'est que je sois guérie. C'est vrai qu'on retrouve les traces hein, de l'ARN. Hein, comme vous dites, si je fais des examens, des analyses, on voit encore les traces. Mais voilà, je suis guérie de l'hépatite C. Sur la deuxième diapositive, j'ai voulu m'arrêter sur voilà, deux volets, hein, le volet vie psychosociale et puis la qualité de vie avec la contamination. Il faut bien comprendre que j'ai posé le cadre tout à l'heure. Je disais que j'avais une vingtaine d'années, j'étais seule. Ça me tombe sur la tête le fait d'apprendre que j'ai ce virus, je suis contaminée par ce virus, surtout que bon, je n'avais pas de pratique illicite. Hein. Ça me tombe sur la tête comme un coup de massue avec du stress. À un moment, j'en ai voulu presque à tout le monde, hein, aux médecins, au labo. Enfin, je n'étais pas bien parce que j'étais mal d'avoir été contaminée. En même temps, c'était paradoxal parce que j'appréciais quand même qu'on m'ait trouvé la solution d'effraction pour arrêter l'hémorragie qui annonçait une mort certaine si je n'avais pas été prise en charge. Donc, je me sentais quand même souillée. Hein, j'ai senti souillée par quelque chose qui arrivait comme ça. Et c'était un peu... c'était le début enfin, ça marquait en tous les cas les souffrances que j'avais par rapport à ce virus, ce virus de l'hépatite C. Il a fallu que je me fasse tester au moins une fois par an. Ça faisait partie du protocole de soins que le médecin avait mis en place pour vérifier l'élasticité de mon foie. Je me souviens des fois où le FibroScan ne fonctionnait pas. Il fallait recommencer 3 fois ou 4 fois l'examen pendant la même séance. Et puis, la personne qui me faisait les examens, alors là, j'étais un petit peu forte. Je disais, voilà, vous avez un petit peu de gras. Ça empêche de voir le foie de bien faire les examens. Bon, là, je culpabilisais encore une fois. J'ai un virus, je suis trop grosse. On n'arrive pas à me faire les examens. C'était assez douloureux, je dirais, comme situation à vivre. Parce que je me dis que les conséquences psychologiques là
était vraiment importante. J'étais regardée différemment, j'étais différente et je n'étais pas, je vais employer, peut-être que ça va choquer, j'étais pas saine et j'étais pas sociable. Donc quand je regardais ma situation, je me disais que là vraiment, il fallait que je résiste pour continuer à vivre, voilà. Donc j'ai bénéficié d'un suivi psychologique et j'ai dû renoncer à certains projets très personnels, comme fonder une famille. C'est allé jusque-là. Je me rappelle que j'ai vécu pendant 30 ans avec le virus qui était synonyme d'un cancer, de risque de cancer du foie, donc de mort. En fait, c'est une réelle résilience psychique permanente pour être en quête de bien-être. Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Je vous assure que le travail aide. La vie associative, oui, du coup, je suis entrée dans l'association. J'ai été pendant longtemps trésorière. Maintenant, aujourd'hui, j'en suis la présidente. Et ça aide beaucoup. Et ça aide beaucoup parce que nous organisions on dit un petit causé, des moments, des échanges, des temps de parole avec les patients de manière à ce qu'on puisse partager nos expériences. Et les membres de cette association m'ont beaucoup apporté en termes de réconfort et de soutien. Pour moi, c'était un soutien et un réconfort indélébile, indéfectible. Voilà ce que je voulais dire. Aujourd'hui, je le répète, je suis guérie grâce au second traitement avec des comprimés, une thérapie bien plus agréable que la première. Donc, j'invite celles et ceux qui seraient concernés à croire également, parce que j'y ai cru quand on m'a présenté le deuxième traitement. D'ailleurs, j'ai dû attendre parce qu'il est arrivé en 2013, je l'ai eu en 2017, donc j'ai dû attendre. Je comprenais aussi la situation des personnes qui présentaient un risque beaucoup plus élevé que moi de développer un cancer ou voilà, une maladie du foie. Donc, j'ai patiemment attendu, est arrivé mon heure. Eh ben, je suis sortie victorieuse dès les premières semaines et je suis en pleine forme jusqu'à maintenant. Merci beaucoup. Au niveau, j'en ai presque terminé. Aujourd'hui, là, en Martinique, puisqu'on parlait de la Belgique et d'autres pays, en Martinique, depuis plus de 4 ans, il n'y a plus aucun patient qui serait contaminé et non soigné. Donc, je pense que, sauf si les personnes auraient caché leur maladie, mais en tous les cas, c'est ce que j'ai comme information. Et puis, pour clôturer, je dirais que ce sont 34 ans de ma vie que j'ai vécu voilà, sous une forme de stress, hein, mais qui révèle un vrai parcours de combattant. Là, je me trouve combattante. Et si je suis guérie, sur le plan biologique, grâce à cette thérapie, à l'évolution de la recherche, je n'oublie pas les professionnels de santé, je n'oublie pas les industriels qui nous accompagnent aussi hein, pour nous aider à trouver le bien-être, la santé, retrouver la santé. Il reste quand même une douleur, c'est le traitement du volet juridique. Pour moi, il doit être traité si on tient compte de toutes les souffrances que supporte un patient touché par le virus de l'hépatite C. Parce que quand on répond négativement à une demande concernant l'aspect juridique de ce dossier-là, surtout quand on a été contaminé, on répond négativement, je trouve que là, par contre, ça devient inhumain. Voilà. J'ai fermé la parenthèse. Merci beaucoup, Béatrice, pour ce témoignage très illustratif de tout ce qu'on a entendu jusque-là. Oui. Il y a une question, on a un petit peu dépassé, je suis désolée. Je suis hémophile A sévère, j'ai eu l'hépatite C,
via un traitement anti-hémophilique il y a 30 ans, l'hépatite B il y a 50 ans par le biais d'une transfusion sanguine. J'ai développé des anticorps dans les 2 cas. J'évite de prendre des anti-inflammatoires ou des calmants par crainte de secouer mon foie. Je ne sais pas si je fais bien. Ma question est de savoir si un hémophile ne risque rien en utilisant les récents traitements comme l'Eloctal, Factan ou l'Hemlibra. Je voudrais aussi savoir si le traitement du diabète 2 et la prostate, le traitement contre la prostate que je prends peuvent avoir un impact sur le foie. Et voilà, c'est quelqu'un qui fait des examens tous les ans pour savoir un peu. Pas qui peut répondre. Moi, je vais juste parler sur ma partie en tout état de cause. À ce jour, les facteurs 8, qu'ils soient recombinés en plasmatique ou à demi-vie prolongée comme les Locta. Et les Locta, on a maintenant 52 mises sur le marché français et plus au niveau mondial, ne montrent aucune hépatotoxicité. La petite fraction de protéines qui est associée à les Locta et qui fait qu'il... En attendant que le son revienne, je vous ai mis, on devait finir par une petite vidéo qui devait clôturer bon, on n'aura pas le temps, bon, elle ne dure pas très longtemps, 5 minutes, mais je vous mets le lien là, comme ça vous pourrez le revoir. Je disais juste que pour les facteurs 8, qu'ils soient demi-vie classique ou demi-vie prolongée, ou les facteurs 9, il n'y a pas d'hépatotoxicité. Pour les micizumab, maintenant là aussi, 4 ans de recul, c'est quelque chose qui agit au niveau. Merci beaucoup en tout cas pour ces interventions. C'était très, très, très enrichissant. Moi, j'ai beaucoup appris. Je ne sais pas s'il y a encore des commentaires. Je n'en vois pas. Oui, s'il y a un commentaire, là, il vaut mieux les effets du traitement que les conséquences de l'hépatite C. Merci Béatrice pour votre témoignage. On a eu plusieurs fois, merci Béatrice. C'est vrai que 20 ans de sa vie, c'est quand même 40. Très lourd. Donc, merci Béatrice pour ce témoignage. Voilà. Vous êtes vraiment une combattante. Je vous remercie beaucoup. Et merci Dr Fontaine, merci Béatrice. Et merci à tous. Merci à tous et merci particulièrement à Béatrice pour ce témoignage. Toujours intéressant d'avoir un patient. Merci à vous tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Allez, au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir.